Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier point lecture de l'année 2023. Et oui, nous basculons déjà en 2024 et donc c'est le dernier point lecture que je vais vous faire avec les 6 dernières lectures que j'ai faites. Alors il y a une lecture qui date du mois de novembre, ce sera la première, vous verrez, et ensuite ce sont des lectures que j'ai faites uniquement au mois de décembre. Avec une palle qui était conséquente, alors j'avais pas énormément de bouquins dans cette palle, mais ils étaient énormes. Vous allez voir, je vais vous présenter que des grosses pavasses en fantaisie, sauf le premier bouquin qui est un thriller. Donc je vais commencer par celui-ci et ensuite je bascule dans tout ce qui est fantaisie, fantaisie pure et dure. Donc c'est parti, on y va tout de suite avec le premier titre de cette fin d'année 2023. Il s'agit... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, du mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf, c'est aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais acheté parce que j'avais vu une chronique de Séverine à l'époque, il y a quelques années, et je l'avais trouvé. Et en plus, cet été, je suis allée à Madrid, je suis allée au musée du Prado, dans lequel on peut voir le tableau donc, de Jérôme Bosch intitulé Le Jardin des Délices, qui est bien l'objet central de ce roman. Donc nous sommes de nos jours, 2013, à Madrid, au Prado, dans ce musée madrilène, qui abrite le triptyque du Jardin des Délices, qui est une peinture qui date de 1500, début du XVIe siècle, et qui a été exécutée par Jérôme Bosch. Et en fait, il y a un type, alors on apprend que ça va être je crois qu'il est moine ou il est prêtre, je me souviens plus très bien, je crois qu'il est moine. Il va balancer du vitriol sur le triptyque, donc le triptyque ça veut dire que c'est un tableau qui est en 3 parties, et ça va dégrader le tableau. Et on va faire appel à Michael Kaye, qui est allemand, qui est spécialiste justement des peintures de ce genre, et qui va venir pour prêter main forte aux restaurateurs. Et lorsqu'ils vont sortir la toile pour la restaurer, ils vont se rendre compte que là où le vitriol a frappé sur le tableau, ça a enlevé un petit peu de peinture et ça révèle des messages codés. Et donc à partir de là, on va avoir une alternance entre le passé, le présent, donc le présent, Michael Kaye et un autre restaurateur qui essaie de décoder ces fameux messages qui ont été dévoilés par le vitriol. Et on va basculer en 1511 et on va se rendre, alors actuellement la Belgique, mais c'est les Flandres, où on va suivre Jérôme Bosch avec un de ses Petronius Oris qui est un de ses disciples. Et nous on va suivre Petronius Oris qui va pénétrer dans l'antre du fameux Jérôme Bosch et qui va le voir exécuter cette œuvre incroyable, et on va comprendre plein de choses. Voilà, donc on alterne entre le présent et le passé, vous savez, et on est nombreux à affectionner cette manière de faire, cette narration alternée. Moi j'ai bien aimé parce que quand on est en Flandre avec Jérôme Bosch et Petronius Oris, on est vraiment plongé au cœur de... Alors ça commence à être le début de la Renaissance. On sent qu'on est quand même avec des relents du Moyen-Âge, puisqu'on va parler d'inquisition. Jérôme Bosch va être plusieurs fois vu comme un hérétique. On apprend plein de choses donc sur la religion, on apprend plein de choses sur les techniques de peinture de l'époque, et surtout on en apprend beaucoup sur ce tableau qui est fascinant. Je vous incite à aller voir à quoi ressemble ce tableau, parce qu'il est d'une incroyable modernité, d'une incroyable complexité. On peut y rester des heures, tellement il y a des détails. Je vous assure, quand vous êtes dans le musée du Prado, c'est incroyable. Il y a des petits détails, des petits dessins, il y a des petites bestioles, il y a plein de choses. Et en effet, on apprend plein de choses sur ce tableau. Après, je dirais que l'intrigue qui se passe de nos jours est un peu moins palpitante. Et le dénouement, c'est pas que ça fait un flop, mais dénouement, moi je l'ai vu et revu plein de fois dans des thrillers un peu historiques et ésotériques. Mais ça vaut le coup d'œil juste pour les passages, et qui sont beaucoup plus nombreux, hein. Je dirais que c'est 70% on est dans le passé et 30% on est dans le présent. Ça vaut vraiment le coup et vous allez apprendre plein de choses, et je vous le conseille, thriller à la fois historique et ésotérique. Donc cette fois-ci, pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est fantasy, vous pouvez arrêter la vidéo ici, je sais que vous êtes nombreux à ne pas apprécier. Je bascule dans la fantasy et je vais commencer par les romans que j'ai le moins aimés pour aller à un coup de cœur phénoménal. Je commence par le roman que je n'ai pas aimé. Et j'en suis la première, désolée. C'est La ville au plafond de verre de Romain Delplanque. C'est publié chez H. Essen, donc L'Homme sans nom, les éditions de L'Homme sans nom.
Et ils ont fait vraiment un magnifique travail avec... Alors, il n'y a qu'une édition qui est reliée, avec un signet. Vous avez des cartes. Voilà. Et je trouve que vraiment l'édition qu'ils ont faite, elle est incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu un jeu de lumière. Alors ici, je vais déjà vous pitcher le roman et après je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi. Donc nous sommes dans un pays qui a à consonance un petit peu bolchevique et on va suivre 3 personnages. On va suivre Enik. Enik, elle est... Enik, elle est institutrice et en fait, alors, il faut vous dire que la société est organisée entre les forgiers, ceux qui ont découvert, c'est l'art noir, une espèce de métal qui permet un peu de manière steampunk de faire voler de faire fonctionner tout ce qui... Parce qu'il n'y a pas d'électricité, tout fonctionne avec ça, avec l'art noir. Et donc les forgiers sont ceux qui détiennent l'art et ce sont en gros les bourgeois. Et vous avez de l'autre côté ceux qu'on appelle les verriers qui eux fabriquent du verre. Et en gros, c'est les mineurs, voilà, ce sont les ouvriers. Et donc, Enik fait partie de cette classe ouvrière. Elle est institutrice, elle a un poids politique assez important et elle a créé notamment des écoles clandestines pour les enfants des verriers. On va suivre également Katlik, qui elle fait partie de la bourgeoisie, donc elle est fils de forgier. Son frère est mort à la guerre, parce qu'il y a une guerre qui se déroule, et elle trouve que sa mort est louche, donc elle va enquêter. Et ça va l'emmener à aller dans les quartiers des verriers. Et le 3e personnage qu'on suit, c'est Istven, je sais jamais le prononcer, Istven, j'avais bien prononcé, qui lui, justement, est un orphelin verrier qui va passer un concours très difficile et qui va réussir à entrer dans la haute école de la forgerie pour manier notamment l'art noir. Donc en fait, les chapitres vont alterner entre ces 3 personnages à chaque fois, donc ce qui nous donne une vue assez globale de la société, que ce soit dans la bourgeoisie, dans l'autre bourgeoisie, que ce soit l'ascension sociale de Istven ou que ce soit Enik qui est plutôt du côté des ouvriers. Et en fait, quand Katlik donc la bourgeoise commence à enquêter sur son frère, elle se rend compte de certaines choses que les forgiers auraient tues aux verriers pour s'accaparer le pouvoir. Je n'en dis pas plus, voilà. Donc, sachez où vous mettez les pieds si vous vous lancez dans ce bouquin. C'est un bouquin où la fantaisie est très discrète. On la voit à travers le côté steampunk, donc de cet art noir qui permet de faire fonctionner tous les engins, qui est l'équivalent de l'électricité. Et en grosso modo, ça s'arrête là. Et ensuite, en fait, on est plutôt dans un roman de fantaisie politique, avec une espèce de réécriture, moi je l'ai vu à la russe, de la lutte des classes entre d'un côté les bourgeois, d'un côté les prolétaires, les ouvriers. Il y a un côté Germinal aussi, avec les verriers qui font vraiment penser aux mineurs dans Germinal. Voilà, donc c'est exclusivement des complots politiques, une guerre politique, une guerre entre classes ouvrières. Et en fait, moi, quand j'ai commencé ce bouquin, je pensais vraiment qu'on allait être plus dans de la fantaisie. Et je pense que c'est ça qui ne m'a pas plu. Je pensais pas qu'on serait dans quelque chose d'aussi politique que ça. Après, le style de Romain Delplanque, il est aussi pas évident. Pas évident de se plonger dans ses romans. Il écrit vraiment super bien, mais je trouve que c'est pas forcément accessible à un novice dans la fantaisie. C'est un peu galère. Et puis voilà, je suis allée au bout parce que c'est un service presse et que je vais toujours au bout de mes services presse et que quand même je voulais avoir le fin mot de l'histoire. Mais c'est clair que c'est une lecture qui ne m'a pas plu du tout. La deuxième lecture de fantasy que je vous présente ne m'a pas plu non plus, des masses, un peu plus que La ville au plafond de verre, mais j'ai pas non plus trop apprécié. Donc c'est le 3e roman secret de Brandon Sanderson, Yumi et le peintre de cauchemar. C'est publié au livre de poche Imaginaire. Pour mémoire, il a publié 13 de la mer Émeraude, que j'avais beaucoup aimé, c'était le premier roman secret, et il a publié, je les ai là, Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale qui était un peu barré. Là, on est dans de la fantaisie et ça ne l'a pas fait non plus. Alors, on est dans de la fantaisie asiatique entre la Corée médiévale et le Japon. On va suivre d'un côté peintre,
qui, comme son nom l'indique, est peintre. Et en fait, la nuit, il y a des cauchemars qui sortent. En fait, leur ville, leur monde est entouré par une espèce de barrière faite de noir. Et de ce noir, la nuit, sort des espèces de monstres. Et lui, en fait, avec d'autres personnes, ils ont la tâche de quadriller les quartiers de la ville et de peindre pour repousser les cauchemars. Voilà. Et dans un autre monde, à une autre époque, on va suivre Yumi, qui elle est prêtresse. Elle a une vie, alors je crois qu'elle a 19 ans, quelque chose comme ça. Elle a une vie très très codifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se nourrir elle-même, elle ne peut... En fait, ses journées sont un éternel recommencement. Elle se lève, on la nourrit à la baguette, elle va faire ses bas rituels, et puis ensuite elle va invoquer les esprits. Et les esprits permettent de soulager son peuple sur certaines tâches. Et un jour, il va se passer quelque chose qui font que Peintre va atterrir dans le monde de Yumi. Sauf que là, ça se complique, parce que lorsqu'il atterrit dans le monde de Yumi, il prend l'apparence de Yumi, donc il devient Yumi, et Yumi, elle devient une espèce de fantôme avec qui Peintre peut communiquer, et vice-versa, donc ça va faire un jour sur deux. Ensuite, c'est Yumi qui pénètre dans le monde de Peintre, mais elle est comme elle est, donc une jeune femme, et Peintre lui disparaît comme un fantôme. Et ils peuvent toujours communiquer, voilà. Donc ils vont essayer d'enrayer cette espèce de malédiction, ils savent pas pourquoi, un jour sur deux, ils vont dans le monde de l'un et de l'autre. Alors ce que j'ai aimé quand même, c'est tout ce qui est ambiance, univers asiatique, que ce soit qui font écho à la Corée, au Japon, ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien fichu, j'ai bien aimé un peu cette ambiance. Après, ce qui m'a pas plu dans ce roman, c'est qu'en fait on tourne en boucle. C'est comme Yumi, tous les jours en fait, quand on avance, et c'est une grosse bricasse, hein, il fait 650 pages, j'ai l'impression de faire du surplace et qu'en fait tous les chapitres se ressemblaient, c'est-à-dire qu'un coup Yumi va chez Peintre et elle fait toujours les mêmes choses, ensuite c'est Peintre qui va chez Yumi et il fait les mêmes choses. Alors oui, ça avance un peu parce que c'est aussi une histoire qui montre que chaque personnage va se libérer, va gagner sa liberté et va devenir plus autonome. Je l'ai compris le message. Mais en fait c'est hyper long, il y a des dialogues qui n'en finissent plus, j'ai l'impression que c'était du remplissage, du blabla quoi, pour remplir, pour mettre des pages, des dialogues qui servaient à pas grand chose, et puis cette espèce de boucle, c'est en boucle quoi, il se passe pas grand chose. Je l'ai lu en lecture commune avec des copines sur Insta, elles ont eu le même avis, j'ai même Virginie qui a abandonné. Et je lui ai raconté, je lui ai spoilé la fin pour lui dire ne regrette rien, parce que même le dénouement était un peu facile, un peu bidon. Voilà, donc c'est quand même pas une grande réussite. Au mois de janvier, j'ai prévu de lire son 4e roman, L'Ensoleillé. J'espère que ce sera mieux. Alors ce sera peut-être un peu mieux parce qu'on va basculer, j'ai l'impression, dans un univers de science-fiction. On verra. Alors ça y est, je passe à des romans quand même que j'ai un peu plus appréciés. Je vous présente... Donc ça c'était ma dernière lecture de 2023, je l'ai terminée... j'ai terminé le 30, voilà. C'est Angel Mage de Garth Nix aux éditions Léa. Encore une fois, vous avez vu une belle briquette. Alors, on est dans un univers de fantasy qui revisite l'histoire de France et notamment des Trois Mousquetaires. C'est un hommage à Alexandre Dumas. Alors, je vais vous pitcher déjà le roman. On est dans un univers où en fait il y a des anges, des archanges, des séraphins, etc. Ils sont classés, d'ailleurs au début il y a un classement selon leur importance, donc les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, vertus, puissances, principautés et les archanges. Et en fait il y a des gens, des mages, qui ont un pouvoir qui peuvent invoquer. Alors on invoque ces anges pour, je sais pas, pour colmater un trou dans un mur, on va invoquer tel ange. Il y a des médecins qui vont invoquer tel ange pour faire coaguler le sang, etc. Donc les anges, les séraphins, les chérubins sont tout le temps sollicités par les hommes. Et donc nous, on va suivre, d'un côté on va suivre 4 personnages. Donc on a Dorothea, on a Siméon qui est médecin, Dorothea qui est un petit peu perché, qui dessine des icônes et qui leur fait prendre vie. On a Agnès qui va entrer comme mousquetaire et on a le dernier Henri qui lui est assez placide et sait pas trop quoi faire dans sa vie. Il cherche la fortune et donc il va monter sur Lutas et non pas Lutèce. Voilà, parce que les noms des villes sont un petit peu... il joue avec le nom des villes, l'auteur.
Et donc on va découvrir en fait ces 4 personnages et on va s'apercevoir qu'il y a un 5e personnage qui est important qui s'appelle Liliath, qui est une espèce, alors j'ai pas très bien compris ce que c'était, c'est une espèce de mage qui a de grands pouvoirs, qui a réussi à dormir pendant une centaine d'années pour pouvoir accomplir sa destinée. Et ça c'est la méchante, voilà. Et donc on va suivre nos personnages et on va suivre un petit peu cet univers d'anges. Alors c'est assez original, moi j'avais jamais vu ça encore en littérature fantasy, donc c'est assez original, l'univers est original. J'ai beaucoup aimé l'univers historique parce qu'on a plein de clins d'œil à la Régence. Ce qui est bien aussi, c'est que ce qui est super bien fichu, c'est qu'en fait tous les personnages importants qui sont au pouvoir sont des femmes. Donc c'est pas un roi, c'est une reine. C'est pas un cardinal, c'est une cardinale. Et ça passe crème en fait. C'est acquis et en fait l'auteur ne nous le fait pas remarquer quoi. C'est comme l'histoire est comme ça, il réécrit l'histoire et ça c'est assez intéressant. Après, sachez où vous mettez les pieds. Je pense que c'est un premier tome. Ce n'est pas dit, mais à mon avis c'est un premier tome. Et c'est un premier tome très introductif. Pour vous dire, la première partie, elle fait 60 pages et on n'est qu'avec Liliath, donc la méchante, et on introduit Liliath. Et ça dure 60 pages. Et ensuite, la deuxième partie, on va suivre nos 4 personnages et on va nous les présenter les uns après les autres. Et là aussi, il y en a pour 100 pages. Donc, vous voyez, il fait 500... Je crois qu'il fait 510 pages, 520 pages. Donc, il y a déjà à peu près 100 ou presque 200 pages de présentation des personnages. Très très introductif. Donc, j'ai envie de vous dire que l'action, l'intrigue, se dessine vraiment tardivement dans le bouquin. Alors, à la fin, ça s'accélère, j'ai adoré la fin, je l'ai bouffé, la fin, elle est vraiment super bien. Mais pour moi, c'est un tome qui est hyper introductif, il a voulu vraiment nous présenter son univers, la méchante, les 4 personnages qui, à mon avis, vont revenir dans un autre tome. C'est pas possible autrement, parce que je me dis, bon, ça se termine, hein, vous pouvez le lire, il y a une fin, mais ça se termine par... leurs dernières aventures en riant, les 4 amis franchirent la porte et descendirent l'escalier, leurs dernières aventures terminées, les prochaines encore devant eux. Voilà, donc tome très introductif, univers que je n'avais jamais vu, très original. Après, pour moi ça souffre parfois de rythme, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont hyper intéressants, où vous allez à fond, et puis il y a des passages où je pense qu'il veut vraiment poser les choses, et du coup ça ralentit un peu. Alors je comprends, il a besoin de monter son univers, mais parfois c'était un peu en dents de scie, voilà. Donc, pourquoi pas, tome intéressant. Je passe à ce que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc un roman que j'ai lu avec Tachouya sur Instagram, elle n'a pas tout à fait terminé mais elle arrive vers la fin. J'ai lu L'enfant de poussière de Patrick K. Dieudonné. C'est aux éditions Au Diable Vauvert. C'est un premier tome puisqu'il fait partie de la saga Le cycle de Sif qui comptera je crois 4, parce que j'ai bien compris 4 tomes. Et il y en a 3 de parus. Il est sorti en poche chez Folio SF. Alors, c'était vraiment bien, mais encore une fois, c'est de la fantaisie. Alors en tout cas dans ce premier tome, la fantaisie est très discrète. Et c'est un tome qui prend vraiment son temps. On est encore sur de la briquette, puisqu'on est sur du 620 pages. On va suivre Sif, qui est orphelin, donc nous sommes dans un monde un peu médiéval. Il est orphelin, il a été recueilli plus ou moins avec d'autres orphelins par celle qu'on appelle la veuve Taron. Alors, attention, ils vivent dans la grange, ils mangent la nourriture des cochons, ils sont pas battus, mais ils n'ont pas une vie idyllique non plus. Et ils vivent un petit peu à l'extérieur de la ville qui est une ville qui s'appelle Cornebrune, oui c'est ça, Cornebrune, voilà. Et donc ils vivotent de petites tâches, de petits travaux, ils vont à droite à gauche pour essayer de gagner un petit peu leur vie. Ils ont 8 ans quand commence, enfin Sif a 8 ans quand commence le bouquin. Et puis en fait, Sif il est très intelligent et très observateur et il va se faire remarquer par la première lame du château. Et la première lame du château va l'engager un peu comme un espion. Et Sif va découvrir des choses, notamment qu'il y a un complot qui vise le... Alors c'est pas le roi, c'est pas le prince, mais celui qui s'occupe de cette ville, etc. Et les choses vont faire que Sif va intégrer, va se rapprocher de plus en plus du pouvoir. Notamment à un moment donné, il va devenir l'assistant d'une espèce de médecin. Et puis il va se passer quelque chose qui fait qu'il va être obligé de quitter sa ville.
Voilà. Mais tout ça, ça prend 300 pages. C'est un roman de fantasy. Alors la fantasy, comme je vous l'ai dit au début, est hyper discrète. Je pense qu'elle sera plus prégnante dans les autres tomes. Là, c'est vraiment des petites touches. On la voit pas beaucoup. C'est un roman d'ambiance. C'est un roman qui prend son temps, mais moi ça m'a pas du tout gênée. Patrick K. Dewdney, pour le coup, a une écriture magnifique qui m'a beaucoup fait penser à l'écriture de Stéphane Plateau, Le Sentier des Astres, si vous connaissez, qui est une saga que j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est dans la misère, on est dans la pauvreté, on est dans la violence. Sif va connaître une évolution, c'est un roman d'apprentissage, hein. Il commence, il a 8 ans, ce tome se termine, je crois qu'il en a 12 ou 13, mais c'est pas du tout jeunesse ou young adult, on est loin de ça. On est vraiment avec un gamin qui va apprendre, qui va trouver sa voie, qui sait pas vraiment pourquoi il est là, qui sait pas vraiment quoi faire de lui-même, puisque de toute façon il est orphelin et que personne ne veut de lui. Il va être recueilli un moment par un guerrier, il va apprendre plein de choses. En fait, quand vous êtes plongé dans ce roman, excusez-moi, c'est vraiment très difficile d'arrêter parce qu'on se passionne vraiment pour la vie de Sif. L'écriture surtout de l'auteur est incroyable. Donc je ne peux que vous conseiller de lire ce premier tome. Je vous le dis, il est sorti en folio SF, c'est une brique. Mais c'est un roman qui prend son temps, mais on est bien en fait. On a vraiment envie de retourner dans cet univers, de connaître les personnages. Et c'est hyper bien écrit, c'est vraiment de l'excellente fantaisie française. Parce que oui, madame, oui, monsieur, ce Patrick K. Dewdney est né en Angleterre. Je pense qu'il a des parents français. Il écrit en français. Voilà, et c'est hyper bien écrit. Et je termine avec mon coup de cœur ultime. Voilà, c'est L'Empire du Vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. J'ai adoré, encore une fois, observer cette brique avec laquelle on peut assommer un homme. Ça fait 900, on est sur du 900 pages là. On est sur du 954 pages quand même. J'ai surkiffé ma lecture. Vous savez que j'ai adoré Nevernight, la trilogie Nevernight de J. Christophe. L'Empire du Vampire, pour moi c'est même encore meilleur. J'ai adoré cette histoire. On est dans Entretien avec un vampire, mais à l'envers. C'est-à-dire que on suit Gabriel de Léon, qui est chasseur de vampires, qui vient de se faire capturer, il est emprisonné, il est dans une geôle, et on a un vampire qui va venir l'interroger, et donc Gabriel de Léon va raconter sa vie. On a une chronologie qui est hyper bien fichue. On n'a pas une chronologie qui va de A à Z, c'est-à-dire qu'on a des sauts dans le temps, on a des retours en arrière. Gabriel de Léon va commencer par son enfance, puis il va avancer à l'âge adulte, puis il va revenir sur son apprentissage, sur son adolescence, puis revenir à l'âge adulte, etc. Ça se croise, c'est hyper bien fichu. Donc dans ce monde quand même, je vous pitch un peu, il s'est passé quelque chose, un phénomène météo qui fait que il fait presque nuit tout le temps. En tout cas il y a un voile brumeux tout le temps qui fait qu'on ne voit pas le soleil. Donc tout crève, hein, vous mangez que des patates et des champignons. Il y avait des vampires qui jusque-là ne sortaient pas parce qu'ils craignaient le soleil, ou en tout cas ils sortaient de la nuit. Et là du coup, comme il fait tout le temps nuit, eh ben, ils ont pris le pouvoir. Alors il y a certains vampires qui sont très puissants, d'autres qui sont moins puissants. Et donc c'est constitué dans un monastère, une espèce de guilde de chasseurs de vampires, et Gabriel, par tout un jeu de conséquences, va intégrer cette guilde. Il va devenir chasseur de vampires, et donc on va le suivre dans son apprentissage, on va le suivre dans sa quête d'être un homme pas meilleur, mais d'essayer d'arranger les choses. Il se passe plein de choses. J'adore parce que le style de J. Christophe, alors on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Il a un style un peu irrévérencieux, il a un style un peu cynique parfois. J'adore son humour, c'est parfois vulgaire, mais ça passe très bien. Le seul reproche qu'on pourrait faire avec ce bouquin, c'est que parfois, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu répétitif. Je l'avoue moi-même, parfois c'est vrai que c'est un peu répétitif. Mais il y a plein de révélations. Et je me dis que l'auteur, vu tout ce qu'il nous dit, il n'a pas encore tout dit en fait. Et le deuxième tome, alors était prévu pour février, a priori il a été décalé, mais je vous assure que dès qu'il sort, je me l'achète et je le lis parce que j'ai adoré. J'ai passé
un moment incroyable et ça se termine d'ailleurs sur une espèce de petit twist top, comme sait le faire J. Christophe. Voilà. Donc ça c'était mon dernier coup de cœur en date du mois de décembre de l'année 2023. Je suis très contente d'avoir découvert ça. J'avais organisé une grosse lecture commune et je crois qu'on a tous aimé. En fait on était une dizaine et on a presque tous aimé ce bouquin, donc ce qui est plutôt bon signe. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas quand cette vidéo sera parue, parce qu'on est le 31 décembre 2023. Je vous souhaite en tout cas d'ores et déjà une très belle année 2024, pleine de joie, de bonheur, et surtout de belles lectures, de rencontres livresques. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle année en vidéo, je l'espère, et j'espère que vous serez également au rendez-vous. A bientôt, ciao!